Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, le PLU a été établi en 2013. Il y a donc plus de 7 ans. Les modes de vie évoluent, de nouveaux besoins se font jour, qui ne figuraient pas dans le diagnostic du PLU actuellement en vigueur. Par exemple, les espaces de coworking, des garages à vélo, maisons de santé, mais aussi prise en compte du réchauffement climatique, des nouveaux modes de déplacement, de la recherche de solutions plus humaines pour le grand âge avec des programmes intergénérationnels et interclasses sociales, comme à Versailles, de véritables lieux pour les jeunes et les associations. Le plan de déplacement, intégrant tous les usagers de la voie publique et les mobilités douces, doit faire partie intégrante du PLU, puisqu'il suppose de réserver les espaces nécessaires dans les quartiers existants et les secteurs en mutation. Dans ces secteurs, la population va fortement augmenter et il faut s'interroger sur l'accès aux services de la ville, tels que les écoles, les crèches et les commerces. Leur éloignement pourrait justifier la création de nouvelles structures et nécessiter, là aussi, la réservation d'espace. Les choix d'implantation et le dimensionnement des équipements du projet Viroflay 2025 sont-ils cohérents avec les projets de développement des nouvelles constructions? Comment favoriser l'implantation de lieux de convivialité que sont les cafés et les restaurants ou bien les jardins publics? Comment créer du logement moins cher? Peut-on mettre en œuvre des solutions sur Viroflay pour dissocier le foncier et le bâti? Voilà quelques questions qu'il est indispensable de se poser avant d'adopter ou de modifier un PLU. En résumé, l'actualisation du diagnostic aurait été nécessaire. Il aurait dû comporter bien sûr une analyse des besoins en Île-de-France et dans VGP, et il aurait dû impliquer les habitants de Viroflay très en amont pour raisonner au niveau global, mais également quartier par quartier, et assurer une intégration harmonieuse des nouveaux logements et de leurs habitants dans Viroflay. Quant à l'enquête publique, la maintenir en période de confinement, avec tous les freins mis au contact, donc aux échanges, n'est pas la meilleure façon d'associer notre population à la détermination de son avenir. Le PLU a déjà fait l'objet de 3 modifications depuis sa mise en vigueur. Contrairement aux précédentes, les modifications numéro 4 étaient très nombreuses et assez techniques. Nous les avons examinées une à une et fait des commentaires généraux ainsi que des propositions qui justifieraient un nouvel ensemble de modifications. Dans son rapport, le commissaire enquêteur dit que les observations sont arrivées majoritairement via le registre électronique et estime que le confinement n'a pas empêché la remontée des observations. Mais il dit aussi, au final, que les pièces jointes ne permettent pas leur analyse par le logiciel du registre électronique. Le travail du commissaire n'a pas été approfondi. Les observations directement liées aux modifications soumises n'ont pas toutes été reprises, et beaucoup d'entre elles n'ont donc pas fait l'objet de réponses par les services de la ville. Nous le regrettons. Néanmoins, en commission, les services de l'urbanisme nous ont assuré qu'ils avaient tout reçu et tout examiné, dont acte. S'agissant du développement du logement social et de la mixité, la nouvelle règle exige la création de logements sociaux au-delà de 300 m² de surface de plancher ou dès l'édification de 4 logements. Cette règle va dans le bon sens pour répondre aux objectifs légaux, bien sûr, mais surtout pour répondre aux besoins et augmenter le nombre de logements abordables sur notre commune. C'est l'évolution du PLU sur ce point essentiel qui détermine le vote de notre groupe sur l'ensemble du plan. Mais l'approbation que nous vous donnons en raison de cette disposition ne signifie aucunement que nous n'avons pas de critique sur le reste. En outre, cette modification du seuil arrive malheureusement très tard. Comme nous l'avons dénoncé par le passé, fixer le seuil initialement à 35, le réduire à 15 seulement fin 2017, a laissé construire de très nombreux ensembles collectifs sans aucun logement social. Un laisser-faire qui se retourne contre Viroflay. Le nombre de résidences principales a augmenté, rendant encore plus difficile l'atteinte du ratio de 25% de logements sociaux. Avec un seuil comme celui prévu maintenant, la totalité de ces programmes aurait permis de créer au moins 65 logements sociaux supplémentaires, et je ne suis pas sûre que j'en ai pas oublié. Ce retard conduit à accélérer l'effort de construction et à augmenter la densification. On lit d'ailleurs dans le rapport que dans notre commune, l'objectif de densité était initialement de 56,35% pour 2030 et sera dépassé pour atteindre 58,2% dès 2029. À notre avis, la densification du bâti présente des avantages
économie de sol, de voirie, de transport, d'isolation, sous réserve que la ville puisse la maîtriser. Deuxième remarque générale, alors que l'isolation par l'extérieur est la plus efficace, nous regrettons vivement que les modifications numéro 4 continuent à entraver cette possibilité pour une grande partie du parc bâti et qu'aucune de nos propositions n'ait été retenue. Alors, on a bien compris que c'était les Bâtiments de France qui bloquaient. Elles ont d'ailleurs été déformées par le commissaire enquêteur, ce qui fragilise juridiquement son travail. Il faudra faire un bilan chaque année du nombre de maisons ou d'immeubles qui, malgré tout, auront pu réaliser des isolations par l'extérieur. Le dossier portait principalement sur la préservation des zones pavillonnaires. Les modifications apportées limitent les transformations du bâti existant, les extensions et les constructions neuves. Elles permettent d'interdire le remplacement brutal de pavillons par des constructions collectives qui changent potentiellement le paysage de la ville. Les règles de construction et d'extension ont été clarifiées, et c'est une bonne chose. Suite à l'enquête, certaines contraintes ont été assouplies et facilitent les extensions en hauteur, notamment. Le nombre de places de parking est finalement déplafonné à 3. Néanmoins, elles figent l'aspect extérieur des façades et empêchent l'introduction de matériaux beaucoup plus performants que ceux existants, et nous le regrettons. Elles réduisent aussi les capacités à construire. Le dossier de présentation affirme que les restrictions de la capacité à bâtir sur ces zones ne nous empêchent pas d'atteindre nos objectifs en nombre de logements à bâtir, ni en création de logements sociaux. Comment ne pas en douter ? Cette affirmation n'est étayée par aucun chiffre permettant de la confirmer. Chiffre actuel, chiffre en cible, estimation de notre capacité à construire. La préservation des zones pavillonnaires et des cœurs d'îlots de verdure, etc., ne trouve pas vraiment son pendant dans les zones UA, où seront concentrées beaucoup d'habitations, loin des forêts pour beaucoup d'entre elles. Alors que la période que nous venons de traverser a montré qu'il était difficile de se confiner et de télétravailler dans un appartement, d'une résidence collective, peu de modifications portent sur le parc collectif des zones UA. Nous soutenons bien sûr l'exigence d'aménager 20% d'espaces verts, mais comme nous vous l'avons déjà proposé, Monsieur le maire, il serait possible d'aller plus loin en termes d'espaces verts dans ces zones, en modifiant les règles de hauteur, vous venez de le faire dans les zones pavillonnaires d'ailleurs, et de dégager facilement près de 30% des surfaces pour des espaces verts et de convivialité. Ceci marquerait une respiration entre les constructions, laisserait passer la lumière vers les habitations situées en deuxième rang et limiterait l'artificialisation des sols. De plus, pour favoriser l'accès à un espace extérieur, il faudrait exiger la création de balcons pour un maximum de logements des résidences collectives, y compris pour les logements sociaux qui en sont fréquemment privés. Certaines évolutions nécessitent la réservation d'espace, nous l'avons dit. Sur l'avenue du Général Leclerc, aucune réservation n'est faite pour des parcs de jeux, que ce soit à l'ouest, entre les arcades et la place Louis XIV, ou à l'est, entre la médiathèque et la limite de Chaville. Or, les forêts sont loin de ces lieux de vie, en très forte densification actuellement. Pour de nombreuses raisons, facilitation de circulation, protection des véhicules, il faut permettre aux Viroflésiens de n'avoir pas à laisser leur voiture sur la voirie. Pour atteindre cet objectif, dans les constructions collectives, n'abaissons pas l'exigence de places de stationnement dans le rayon de 150 mètres, tenons-nous-en à ce qui est prescrit le code de l'urbanisme pour certains types de logements et dans le rayon de 500 mètres des gares. Et réfléchissons au contraire à renforcer les exigences pour les constructions en bordure de voies étroites. Il y a un autre domaine relatif aux économies d'énergie qui reste totalement ignoré du PLU, c'est celui de l'utilisation de l'énergie solaire. Au moins, mériterait d'être facilité l'installation de chauffe-eau solaire, à l'instar de ce que l'on peut constater dans notre ville jumelle d'Asselor, dont l'ensoleillement n'est pas supérieur au nôtre. Les collines pavillonnaires de Viroflay ne sont qu'une des caractéristiques de la ville. Il y a les forêts, bien sûr, mais il y a aussi ces axes de circulation et de vie. La RD 10, avenue du Général Leclerc, qui suit la vallée du rhume de Marivelle, la RD 53, rue de Jouy, qui relie la vallée au plateau de Vélizy, et les deux axes qui longent les forêts. L'entrée de ville, côté place de la Fête, a fait l'objet d'une étude en 2014, dont malheureusement bien peu de recommandations ont été retenues. La place de Verdun et le centre-ville ont fait l'objet de rénovations importantes, pas toujours bien pensées, sur lesquelles nous ne reviendrons pas pour l'instant, mais aucune orientation n'a été définie quant au devenir architectural et paysager de ces grands axes. Et pourtant,
Les Franciliens les empruntent régulièrement pour traverser notre ville, rejoindre ou revenir de Paris. Beaucoup d'entre eux ne voient Viroflay qu'à travers ces voies. C'est tout particulièrement vrai pour la RD10, qui constitue en quelque sorte la vitrine de Viroflay. C'est en empruntant la RD10 que l'on rejoint le prestigieux château de Versailles. Alors que l'avenue de Paris est un lieu de promenade agréable, nous pourrions avoir l'ambition que notre avenue Leclerc le devienne, elle aussi, de façon sans doute différente, on n'a pas la même dimension bien sûr, et nous permette de rejoindre à pied, comme à vélo, l'avenue de Paris, avec des constructions renouvelées, du bâti plus ancien mis en valeur, des zones de commerce et des espaces de verdure pour maintenir ombre et fraîcheur. Notre PLU est ancien et justifiera une remise à plat. À plus court terme, nous voulons espérer que vous puiserez prochainement dans nos propositions pour soumettre aux Viroflaysiens un nouveau lot de modifications améliorant leur cadre de vie. Malgré les réserves exprimées, la validation de ces modifications conditionne le développement donc, du logement social. Nous voterons favorablement cette délibération. Je vous remercie.